C'est la météo avec le PAL, parc d'attractions et animalier. Bonsoir, bienvenue dans le 19-20. Dans l'actualité Rhône-Alpes ce soir, le numérique qui ne devrait pas tarder à entrer dans les églises. Inventer l'église 2.0, c'est l'objectif d'un marathon technologique et informatique qui s'est déroulé ce week-end dans une église lyonnaise. Un marché aux bestiaux spécialisé dans le veau depuis 5 siècles, Saint-Laurent-de-Chamousset dans le Rhône, et chaque lundi la capitale du jeune bovin, un marché qui permet entre autres de déterminer sans os la côte du veau. Et puis les jardins de Versailles et de Vaux-le-Vicomte devaient tout à André Le Nôtre. Le week-end prochain, le parc de la Croix-Laval près de Lyon devra tout à l'un de ses héritiers spirituels, le Britannique Paul Hervé Brooks, designer paysagiste. Il travaille d'ores et déjà à la création d'un sublime jardin éphémère. Mais on ouvre ce journal avec la rubrique judiciaire. Demain s'ouvre en effet devant les assises de la Drôme le procès de Laurent Rambaud, ce trufficulteur drômois accusé de meurtre. En décembre 2010, il avait abattu un homme qui avait pénétré illégalement dans sa propriété. Hugo Chaplon et Olivier Denoyel nous rappellent les faits. Sur ces images, la reconstitution des faits qui se sont joués ce 20 décembre 2010. 18h, la nuit est déjà tombée à Grignan quand Ernest Pardo, 43 ans, part à la recherche de truffes sur un terrain qui ne lui appartient pas. Le propriétaire, constatant une présence inhabituelle, sort armé d'un fusil à pompe. Croyant voir une arme dans les mains du voleur, Laurent Rambaud tire 2 coups de feu. Une décharge à la cuisse, l'autre au thorax. Ernest Pardo succombe sur place. L'enquête révélera que la victime n'était pas armée. Laurent Rambaud, 32 ans, est accusé d'homicide volontaire. J'ai acquis fermement la conviction que M. Rambaud, ce soir-là, il était sorti pour tuer. Il n'a pas tiré au hasard. Il était dans le noir le plus absolu. Il a vu une silhouette, il a tiré et il a immédiatement tué. Est-ce que ce soir-là, il savait que M. Pardo allait venir? Non, il n'est pas sorti ce soir-là pour tuer M. Pardo. Mais sa démarche, elle s'inscrit dans une logique de la pêche du voleur. Sapeur-pompier volontaire, président des jeunes agriculteurs de la Drôme, Laurent Rambaud est connu pour être très impliqué dans la vie sociale et professionnelle de Grignan. Mais ce fait divers intervient dans un contexte tendu. À quelques jours de Noël, la truffe noire se négocie jusqu'à 1 000 € le kilo et plusieurs vols ont été constatés dans le secteur. Le problème est qu'il s'est trouvé pour la première fois confronté en pleine nuit. Il faut imaginer la situation. En pleine nuit, un homme se trouve confronté à un autre homme dans la semi-obscurité. Il se croit menacé parce qu'il voit dans les mains de cet autre homme un objet qui en fait n'était pas une arme mais un piochon. Il a peur, et parce qu'il a peur, et parce que tout simplement il panique, eh bien il va tirer. Voilà la situation. Ça n'est pas le procès pour une poignée de truffes. Après une année de détention provisoire et 3 ans d'assignation à résidence dans un département voisin, Laurent Rambaud comparaîtra libre à partir de mardi. Son procès aux assises de la Drôme doit durer 4 jours. L'accusé encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. On est toujours sans nouvelles de Jérémy, ce jeune homme disparu à Lyon le 17 mai lors d'un concert des Nuits Sonores. Vendredi et samedi, ses proches ont organisé des opérations de recherche, en particulier dans le quartier de la Confluence, là où il a disparu. Ces recherches sont malheureusement restées vaines. Chapelet connecté, vitraux numériques ou catéchisme version jeu sur tablette, c'est peut-être ce dont les catholiques de demain disposeront. C'est en tout cas l'objectif du hackathon, une sorte de marathon technologique et numérique qui se déroulait pendant ce long week-end de Pentecôte dans une église lyonnaise. Des geeks, ces passionnés d'informatique, qui imaginent des outils pour une pratique religieuse 2.0. Reportage Émilie Rousseau, Laurent de Bretagne. Autrefois, il y avait les vitraux pour communiquer. Aujourd'hui, il y a la toile pour rester connecté. Regarde, ils ont codé l'église. Le tableau, c'est une nativité, en fait. Et on voit tout le codage qui va être diffusé tout à l'heure, d'ailleurs. Pendant 3 jours, près de 80 informaticiens, communicants et geeks inspirés ont planché sur l'église 2.0. Une chapelle virtuelle, des vitraux numériques, des chapelets connectés et parfois la voix du développeur reste presque impénétrable. C'est une machine qui va marcher avec un Meki-Meki. Donc un Meki-Meki, c'est une petite machine qui permet de connecter des boutons sur n'importe quel support. C'est une manette, ouais. C'est une croix directionnelle de Dieu. Enfin, ouais.
Numériser la foi pour moderniser sa dévotion. On fait une petite application qui va répondre aux besoins des gens qui ont envie de prier régulièrement mais qui n'y pensent pas. Donc on va créer une application qui va leur donner des rappels qu'ils auront définis pour prier, pour penser à Dieu, pour développer leur vie spirituelle. La société aujourd'hui est bouleversée par le numérique qui change une manière d'apprendre, d'échanger, de nous organiser et c'est normal que l'Église le soit. Et en faisant cette espèce d'accélérateur pendant 3 jours, un laboratoire d'innovation ouverte, on réunit des talents très différents qui se complètent et qui vont explorer des nouveaux possibles. À Sainte-Blandine, le virtuel sert depuis longtemps le spirituel. Parfois, le curé invite même à tweeter pendant l'homélie, car la religion peut aussi redonner du sens à l'ultra-connexion. L'Église peut apporter beaucoup de choses au numérique. Par exemple, du silence ou du fond. C'est-à-dire que le danger du numérique, c'est de rester à du superficiel, à des relations finalement où on ne se dit pas des choses très importantes. Et l'Église, elle va rappeler que à travers ces codes-là, ces moyens-là, ce langage-là, on peut donner de soi, apprendre, aider. Voilà, on revient finalement au sens des choses. Tous ces projets ne sont pour l'instant que des prototypes, mais ils sont libres de droit, libres à toutes les paroisses de s'en inspirer. Et connectée et innovatrice, Lyon le sera encore davantage en 2017, dès 2017, puisqu'elle va se doter d'une vaste pépinière pour héberger des start-up du monde numérique. C'est une ancienne chaudronnerie entièrement réhabilitée du quartier de la Confluence qui abritera cette mini Silicon Valley lyonnaise. Une info à retrouver sur notre site rhônealpes.france3.fr. Depuis 500 ans, chaque lundi, Saint-Laurent de Chamousset, dans les monts du Lyonnais, accueille un marché au veau. Un marché devenu une référence nationale qui booste littéralement l'économie de la région. C'est lui, entre autres, qui permet de soutenir le cours de la viande de veau et d'assurer ainsi aux éleveurs un revenu décent. Alors le lundi de Pentecôte n'est pas le jour des meilleures ventes, mais c'est bien celui de la plus grande affluence. Parmi les curieux, Jean-Paul Savard et Patrick Perel. Les veaux sont âgés de moins de 5 semaines. Ils sont arrivés tôt ce matin, munis de leur passeport de traçabilité, en provenance des monts du Lyonnais et de tous les départements voisins. Un agriculteur a même effectué 50 km avec une seule bête. Vous êtes venu avec un seul veau de si loin ? Oui, un seul veau. Pourquoi ? Parce qu'il y a une plus-value sur les bonbons, on a une plus-value au marché de Saint-Laurent par rapport à la maison. On les vend plus cher. Le jour où le marché de Saint-Laurent disparaît, en maison, les prix vont se casser la figure parce que les gens qui vendent en maison prennent la référence du marché de Saint-Laurent. C'est ce qui tient les cours de la région. En maison, à la ferme, les négociants ne seraient pas en concurrence. Ici, ils ne peuvent pas voir la marchandise avant l'ouverture du marché. Au Signal, c'est la foire d'Empoigne. La négociation se fait en quelques secondes, presque sans parole. Un prix proposé par écrit. Si le vendeur prend le papier, l'affaire est conclue. Allez, bon, tu verras, tu vas regretter. La vente, c'est pas faite ? Non. Pourquoi ? Parce qu'ils m'en donnent pas assez cher. On la retournera, on la ramènera la semaine prochaine. Merci. Là, c'est bon ? Ouais, c'est bon. C'est bien vendu. Tu verras. 2 bonbons. Merci. L'affaire est faite ? Oui, l'affaire est faite. C'est une bonne affaire ? Oui, vendu correctement, oui. Un mâle et une femelle. Combien ? 42, 4200 francs et une femelle 3400. 4200 francs, vous comptez toujours en francs ? On parle en francs, ouais. On vend les veaux en francs et après on convertit en euros. Sur la table de conversion, 4200 francs égale 704 euros. Aujourd'hui, il y avait plus d'une centaine de veaux. Un seul n'a pas trouvé preneur. Son vendeur était trop gourmand, du moins aujourd'hui. Car le cours du veau établi par les ventes du jour indique une cotation à la hausse. La recette, c'est de leur acheter plus cher qu'ils veulent. Et là, on fait des gens heureux. Et vous, c'est ce que vous faites ? Voilà, c'est ce qu'on fait toutes les semaines. Les négociants repartent avec des veaux qui seront engraissés parfois très loin, jusqu'en Espagne ou en Italie. Autrefois, avant la construction de la halle, il y a 7 ans, la vente s'effectuait dehors. Aujourd'hui, dehors, chaque lundi, c'est uniquement la fête, la foire aux affaires et aux petites bêtes qui prospèrent à l'ombre des grandes du marché aux veaux. 704 € le veau, c'est bien moins cher qu'un scooter et c'est beaucoup plus affectueux.
Scène de jardin, c'est le nom du premier salon d'extérieur grand public dédié au jardin et qui sera organisé le week-end prochain au parc de Lacroix-Laval, près de Lyon. L'invité d'honneur, l'architecte paysagiste anglais Paul Hervé Brooks, est l'une des stars mondiales de la création de jardins et il réalise depuis vendredi une œuvre végétale sur une parcelle de 100 mètres carrés. Benjamin Métral et Pierre Lachaud. Associer les couleurs, dessiner des paysages. Comme Dame Nature, Paul Hervé Brooks a un talent unique pour faire d'un chaos végétal une œuvre d'art. Dans le jardin de Paul, ne cherchez pas les allées rectilignes et les buissons propres taillés au cordeau. Sur cette petite parcelle, 1000 végétaux doivent s'entasser sur à peine 100 mètres carrés. C'est une vision naturaliste. Cela représente ce qui, pour moi, est le rythme de la nature. Il y a ici des grosses touffes d'herbe, il y aura des fleurs sauvages, puis des plantes d'ornement. Finalement, cela va ressembler à une prairie ordonnée. La nature, cadrée, structurée grâce à ses dalles anthracite ou à ses piquets de schiste. Paul Hervé Brooks est l'architecte, son ami Yann Eshkol, l'horticulteur. Le duo a fait le tour du globe car pour s'offrir leurs services, les fortunés du monde entier n'hésitent pas à y mettre le prix. En Australie, à Londres ou encore récemment à Philadelphie, la tendance est au mini-jardin à vivre, y compris en ville. Du fait effectivement de l'augmentation du prix de l'immobilier, notamment dans les grandes métropoles, se centrer sur des jardins qui font 20, 15 ou 40 ou 50 mètres carrés, eh bien c'est effectivement les demandes d'aujourd'hui. Les jardins ont la faculté de vous transporter hors de votre quotidien, plus que toute autre chose. Et c'est un sentiment pérenne. Donc, je pense que si on a le pouvoir d'apporter ça aux gens, c'est très satisfaisant. Ce week-end, 20 000 spectateurs sont attendus pour découvrir l'œuvre de Paul et 16 autres créations. Des jardins éphémères, des souvenirs bien plus durables. Un club, une balle et un green, c'est tout ce qu'il faut à Tom pour être parfaitement heureux. À 13 ans, ce jeune golfeur isérois qui s'entraîne à Limonest, près de Lyon, est bien parti pour égaler un jour les grands noms du golf comme Severiano Ballesteros ou Tiger Woods. Son palmarès est déjà conséquent. Une université américaine l'a même d'ores et déjà repéré, mais pour l'instant, c'est l'argent qui lui manque pour lui permettre de rejoindre l'élite mondiale du golf. Son portrait signé Aurélie Massé. Midi, l'heure de la sortie des cours pour Tom Guéant. À 13 ans, cet Isérois ne passe que la moitié de ses journées au collège. J'ai cours que les matins, donc j'ai tout l'après-midi pour m'entraîner au golf et il y a des matières que je fais au CNED et d'autres que je dois rattraper. Direction Bresson. Tom est licencié et s'entraîne à Mionnet, près de Lyon, mais il vient aussi plusieurs fois par semaine sur ce golf où il a débuté à l'âge de 2 ans. Il en avait 5 lorsque nous l'avons rencontré pour la première fois. Un petit bonhomme qui savait déjà ce qu'il voulait. Je voudrais bien être aussi fort que Tiger Woods. Je voudrais bien essayer de le battre. Et Tom en a pris le chemin. 10 ans plus tard, il a déjà participé à 5 championnats du monde aux USA, où il se classe meilleur européen à chaque fois. Les pros le considèrent comme l'un des plus grands espoirs de sa génération. Début d'année, là, j'ai fait une compétition, la plus vieille et la plus grande compétition amateur adulte de France. C'était à Fontainebleau. Et j'ai fini 24e, ce qui m'a permis d'être du coup premier européen de ma catégorie d'âge. Un parcours étonnant pour ce garçon que rien ne prédestinait à ce sport. Autour de lui, personne ne pratique le golf. À Bresson, Bruno Pardy est un de ceux qui a su déceler son potentiel. Bien. Bien joué. Il y a beaucoup d'énergie, d'intensité nerveuse dans ses coups. C'est digne des grands champions d'ailleurs. Et ce qu'il arrive à faire depuis quelque temps, c'est à couper entre les coups, à se dégager de la tension de la compétition ou de l'attention qu'il faut avoir sur chaque coup. Et je pense que c'est pour ça qu'il est en train de passer un cap cette année et puis qu'il n'y a pas de raison qu'il perdure encore dans les années à venir. Mais le nerf de la guerre, c'est l'argent, car son statut d'amateur ne permet pas à Tom d'être sponsorisé. Il doit attendre ses 18 ans pour passer pro. Alors, pour l'aider, Philippe, un ami de la famille, a créé cette plateforme de financement participatif où l'on peut parrainer le jeune homme. Une saison coûte très cher, il y a les transports, il y a l'hôtel, il y a les inscriptions aux compétitions. Il faut beaucoup d'argent, effectivement. Actuellement, la fédération reste un petit peu en retrait, attend de voir les résultats des jeunes pour peut-être, dans l'avenir, se présenter à eux. Mais aujourd'hui, non. Pour les jeunes, il n'y a pas grand-chose.
Une fédération en retrait, mais aux États-Unis, la célèbre université de Stanford a déjà repéré Tom Guéant. Une fois son bac en poche, c'est là-bas qu'il ira, et cette fois tout frais payé. Après le sous-préfet au chant, voilà l'artiste au pré à Fourneau, à une vingtaine de kilomètres de Roanne, dans la Loire. La ferme de Vernon a organisé pendant 3 jours la 5e édition de Polyculture, un parcours d'art à travers champs, du beau au bio et vice-versa. Sylvie Adam et Laure Croza. Une porte en guise de bienvenue vers les champs. Bienvenue, c'est le titre de cette installation. À travers bois et pâturages, Isabelle Janin invite les visiteurs à porter un autre regard sur son domaine agricole, 90 hectares de culture biologique. Une dizaine d'artistes a créé in situ des œuvres éphémères. C'est le pré aux abeilles et donc il y a dans les piquets des petits trous pour accueillir les abeilles sauvages. Ah d'accord. Il faut tout faire pour sauvegarder nos abeilles puisque c'est aussi la base de notre vie. Elles assurent toute la pollinisation. Exactement. On est très sensible au bio et dans la nature parce qu'on aime beaucoup la nature et qu'on est curieux de voir un petit peu comment les artistes s'adaptent au terrain aussi. Au milieu des coquelicots et des bleuets, un géant s'enfonce dans le sol et semble avaler la terre nourricière. À travers ces clins d'œil à la destruction de l'environnement, Polyculture défend une autre idée du monde paysan. C'est quelque chose d'original parce qu'il y a une symbiose entre l'art et l'agriculture qui est riche de biodiversité. Donc tout est art, que ce soit les œuvres, les installations et la ferme aussi qui explose de belles couleurs et de beaux paysages et de belles odeurs. Et au détour d'un vallon, une surprise. Le troupeau d'Isabelle, devenu figurant d'une installation vivante, mouton pixel, rouge, vert, bleu, les couleurs primaires des écrans vidéo. On est de plus en plus à regarder la réalité, le paysage à travers nos téléphones, nos appareils photo, le numérique finalement. Et du coup, c'était un peu une manière un peu loufoque de parler de la numérisation, de la pixelisation, de l'informatisation, d'un peu tous les aspects de notre société. Pendant 3 jours, plus de 1000 curieux ont déambulé le nez au vent en famille pour profiter de ce festival sans chichi. Avant de refermer ce journal, un mot de basket. L'Asvel, le club de Villeurbanne, joue ce soir son 2e match de quart de finale des playoffs en recevant Le Mans. Victoire impérative pour les Villeurbanais, puisque je vous rappelle que samedi soir, c'est Le Mans qui l'a emporté d'un tout petit point, 71-70. À suivre les prévisions régionales de la météo, puis l'édition nationale du 19-20. Je vous retrouve demain dès midi pour le 12-13. D'ici là, passez une très belle soirée.